J'invite notre collègue et ami, docteur Adlan Hallel, pour nous parler de l'obésité, état de l'art. C'est Hallel. Hallel, il faut se présenter. Alors, je me présente. Donc, c'est Dr Adnan Hallel. Moi, je suis interniste libéral à Bellecour, donc à Alger Centre. Et donc, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cette journée de m'avoir convié pour parler de l'obésité état de l'art. Je tiens à les féliciter pour ce nouveau-né, le nouveau-né qui se prénomme Apal, à qui on souhaite donc une longue vie. Donc, sans trop tarder, je vais commencer par parler de l'obésité. En fait, si on parle aujourd'hui de l'obésité de plus en plus, c'est parce qu'aujourd'hui, l'obésité pose problème d'un point de vue santé publique et de par sa prévalence, on le disait tout à l'heure, et de par sa gravité. Alors, quand j'essaie de voir, par exemple, en 2015, 13 000 articles, entre 2013 et 2015, 13 000 articles ont été publiés. Nous sommes ici, 13 000 articles ont été publiés. Et hier, vous voyez bien, à 22h16, quand j'ai tapé obésité sur PubMed, je vois quasiment 460 000 articles publiés. C'est-à-dire qu'il y a un véritable engouement concernant cette obésité. Et s'il y a un engouement sur cette pathologie, puisqu'aujourd'hui ça devient une véritable maladie, c'est parce que sa prévalence est en constante progression à travers le monde. Quand on voit que 764 millions d'adultes ont été répertoriés, donc vivant avec une obésité selon les données de l'OMS en 2022, 39 à 49% d'adultes vivent au moins avec un surpoids si ce n'est pas une obésité, et bien sûr avec une répartition qui est inégale à travers le globe, de par bien sûr un facteur socio-économique. Alors quand on essaie de voir dans la région du Moyen-Orient, on s'aperçoit dans un papier qui a été publié dans Diabète et Métabolisme en 2015 que cette prévalence était déjà multipliée par 3 dans les 20 dernières années. C'est dire que ça devient une véritable problématique de par le monde et notre région n'est pas épargnée. Alors, ces données du baromètre, ce sont des données qui sont publiées en 2019. Je vous donne donc l'actualité, c'est la mise à jour d'avril de 2023 qui sont en cours de publication, mais ça concerne une population de diabétiques. On s'aperçoit que finalement, l'IMC, donc l'index de masse corporelle d'une population algérienne diabétique, avoisine les 29 kg par mètre carré. Donc, vous voyez qu'on est franchement dans le surpoids, avec une répartition inégale selon les sexes masculins et féminins, une prédominance significative donc pour le sexe féminin. 41% de nos diabétiques sont en surcharge pondérale, 26% sont en obésité de grade 1 et on voit quasiment 10%, quasiment 11% de ces diabétiques qui sont en obésité sévère. C'est dire qu'il y a une véritable problématique à prendre en charge nos patients de manière précoce afin d'éviter les complications. Pourquoi éviter les complications? Regardez donc en 2015, 4 millions d'obèses sont décédés et sont décédés particulièrement de par les complications cardiovasculaires. C'est-à-dire que ces complications cardiovasculaires guettent le patient qui est en surpoids et qui est en obésité. Et on sait pertinemment que la mortalité cardiovasculaire occupe le devant de la scène dans la mortalité liée aux différentes pathologies, et ce à travers le monde. L'Algérie n'est pas épargnée. Et c'est un véritable drame quand on voit qu'on attend quelque chose comme 1 milliard de patients obèses à hauteur de 2030. 2030, c'est à peine dans 6 ans. Alors, ces événements cardiovasculaires et cette mortalité cardiovasculaire chez le patient, j'allais dire en surpoids et en obésité, touchent aussi bien le sexe féminin que le sexe masculin. Et ça commence très tôt. Regardez, ça commence déjà à partir de 22 kg par mètre carré. Donc, on est quasiment dans le poids normal où déjà le risque cardiovasculaire existe. Et ce risque cardiovasculaire ne fait qu'augmenter au fur et à mesure que l'index de masse corporelle augmente dans la population, qu'elle soit féminine ou masculine. Alors, s'il y a des événements cardiovasculaires, c'est parce que cette obésité à travers de nombreux facteurs, en l'occurrence une tendance à l'hypertension artérielle, si ce n'est une hypertension artérielle, l'insulinorésistance et le diabète, un profil lipidique qui est particulièrement hétérogène et l'inflammation, tous ces facteurs de risque vont agresser la cellule endothéliale au niveau de notre système artériel. Elles vont provoquer une dysfonction endothéliale qui est la porte ouverte à la maladie athéromateuse. Et cette maladie athéromateuse, lorsqu'il y a une rupture de plaque, elle va être à l'origine de quoi? À l'origine d'un événement ischémique aigu, qui soit au niveau cardiaque, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral si on est dans une artère cérébrale ou une ischémie aiguë du membre en périphérie.
Alors, malheureusement, l'obésité et le surpoids réduisent l'espérance de vie. Si, par exemple, on voit que pour une population qui a un BMI normal, on a 80% de chances d'atteindre les 70 ans, celle-ci descend à 60% lorsqu'on a un index de masse corporelle entre 35 et 40 kg par mètre carré, c'est-à-dire quand on est en obésité grade 1, et elle descend à 50% lorsqu'on est en obésité sévère, avec un IMC entre 40 et 50 kg par mètre carré. Donc, l'obésité tue effectivement et elle tue particulièrement de par les complications cardiovasculaires. Si bien qu'aujourd'hui, l'obésité devient une véritable maladie qui est reconnue par les différentes sociétés savantes, que l'on soit dans les sociétés européennes, américaines, canadiennes ou par la FDA elle-même. Donc, clairement, aujourd'hui, l'obésité constitue une véritable maladie chronique qu'il faut prendre en charge et la prendre en charge le plus précocement possible afin d'éviter justement les complications cardiovasculaires et cette surmortalité. Alors, comment l'OMS définit le surpoids et l'obésité? C'est une accumulation anormale ou excessive de graisse qui peut nuire à la santé de l'individu. Et ce surpoids ou cette obésité qui est due à cette accumulation de graisse anormale n'est que le fruit, en fait, d'un déséquilibre entre les apports caloriques et les dépenses énergétiques. Et c'est à ce moment-là que l'accumulation de graisse se fait et par conséquent, elle va être pourvoyeuse de complications. Alors, l'index de masse corporelle ou le BMI en anglais, celui-ci, c'est le rapport donc du poids sur la taille au carré, définit bien l'excès de poids, donc le surpoids et l'obésité. Mais en fait, quand on regarde de plus près comment on définit ce surpoids ou cette obésité, lorsqu'on a un IMC qui dépasse les 25 kg par mètre carré, ou entre 25 et 30, on parlera de surpoids. À partir de 30 kg par mètre carré, on va parler d'obésité grade 1 jusqu'à 35 kg par mètre carré. Puis à partir de 35 jusqu'à 40, on va parler d'obésité sévère pour parler finalement d'obésité massive ou morbide lorsqu'on a un IMC qui est supérieur ou égal à 40 kg par mètre carré. L'index de masse corporelle, c'est un bon repère pour déterminer donc un surpoids ou une obésité. Il s'effectue, on peut l'utiliser chez le sujet adulte, que ce soit de sexe masculin ou féminin, mais par contre, il a ses limites. Il a ses limites dans la mesure où on ne définit pas réellement et correctement une obésité, c'est-à-dire en fonction de la répartition des graisses, si bien que quand on a une obésité, par exemple, androïde, qui intéresse la partie haute de l'organisme, qui prend l'aspect d'une pomme, ou l'obésité gynoïde qui prend les parties basses de l'organisme, ceci va avoir un impact différent en fonction de la fonctionnalité du patient, mais aussi en fonction des risques de complications, notamment respiratoires. Juste un petit rappel, quand on a une obésité androïde, ceci constitue un véritable organe endocrine, cette graisse périviscérale qui est pourvoyeuse de complications type hypertension, diabète et mortalité malheureusement cardiovasculaire. L'obésité chez l'enfant, elle est différente. En fait, elle se définit pour un IMC supérieur par rapport à l'âge, supérieur à 2 écarts types au-dessus de la médiane de croissance de référence de l'OMS. Donc, en fait, elle est définie différemment chez l'enfant. Mais je laisserai peut-être le soin au pédiatre de s'intéresser à l'enfant et à l'obésité de l'enfant. Alors, les causes, malheureusement, elles sont multifactorielles. On a certes un terrain génétique auquel vont s'additionner des facteurs environnementaux, les dépenses énergétiques qui sont réduites et qui vont être donc le dénominateur commun de la prise de poids, de la surcharge pondérale, voire de l'obésité. Et en fait, ce déséquilibre, il est dû effectivement à donc ce déséquilibre de la balance est effectivement dû à un terrain génétique très certainement, auquel vont se surajouter les facteurs environnementaux. Et puis, il y a l'impact hédonique. L'impact hédonique, c'est ce plaisir de manger, ce désir de manger qui devient en fait, qui fait partie intégrante de la qualité de vie. Et tous ces paramètres vont impacter donc l'équilibre entre les apports caloriques et les dépenses énergétiques et vont être source en fait à la surcharge pondérale et à l'obésité. Alors, les complications sont multiples qui sont liées donc à l'obésité et au surpoids. Elles sont cardiovasculaires, on l'avait vu, c'est ce qui prédomine dans la mortalité liée à l'obésité, mais aussi on a des complications mécaniques type arthrose, des complications mentales type dépression, le reflux gastro-œsophagien et aujourd'hui on incrimine même l'éthiopathogénie dans certains cancers de cette obésité qui peut être donc un point important dans la genèse des cancers, l'effet mitogène. Alors, nous allons nous intéresser, puisque il y a donc, c'est une assistance essentiellement de pneumologue, à l'aspect fonctionnel, l'apnée du sommeil, mais aussi l'hyperréactivité bronchique. L'obésité a un impact certain sur la fonction respiratoire. On sait pertinemment, par exemple, qu'un obèse se plaint dans 50% des cas d'une dyspnée de repos et dans 75% des cas d'une dyspnée à l'effort. La fréquence respiratoire est généralement augmentée. Elle est peut-être due aux
au volume courant qui sont déprimés ou qui sont diminués, l'oxygénation qui peut être affectée en raison de microatélectasie, notamment au niveau des bases, en raison d'une obésité essentiellement androïde, et puis la consommation d'oxygène de base est augmentée, et aussi bien à l'effort qu'au repos. La VO2 max est normale ou peut diminuer chez l'obèse. En revanche, l'augmentation de la charge respiratoire augmente le coût en oxygène de la ventilation. Sur le plan spirométrique, on note également quelques anomalies qu'on peut retrouver, notamment une diminution principalement de la capacité fonctionnelle de réserve et du volume résiduel expiratoire, moins fréquemment de la capacité pulmonaire totale, définissant alors un syndrome restrictif qu'on peut retrouver chez quasiment 15% des patients atteints d'obésité sévère. Le volume résiduel en général est normal chez l'adulte. Avec peu de corrélation quand même d'un point de vue statistique entre la plainte du patient et ce qu'on retrouve au niveau donc de la spirométrie. La prévalence de l'hyperréactivité bronchique par contre est augmentée et chez l'enfant on a d'autres modifications qui apparaissent, notamment une normalité de la capacité pulmonaire totale, une diminution de la capacité fonctionnelle de réserve et du volume résiduel, ainsi la capacité vitale forcée et surtout le VMS de façon moins nette sont augmentés chez l'obèse. L'enfant obèse précisément. Donc en fait, il y a des différences entre l'enfant et l'adulte. Alors, si bien qu'aujourd'hui, les recommandations s'intéressent de plus en plus à la prise en charge de nos patients et on va voir que si pendant longtemps on a été focalisé sur le BMI, donc sur le poids, et on avait développé, si vous vous rappelez, des recommandations dans la prise en charge en s'intéressant aux modifications de style de vie, aux traitements pharmacologiques et éventuellement à la chirurgie bariatrique. Et puis, au fur et à mesure que l'on avance dans le temps, on s'aperçoit que depuis 2016, la Société américaine des endocrinologues s'est penchée plutôt sur le sujet vivant avec une obésité, non pas d'un point de vue anthropométrique, mais aussi d'un point de vue complication, parce que malheureusement, ces personnes vivant avec une obésité se compliquent, on a vu, avec de multiples complications. Quand on regarde un petit peu les recommandations de l'HAS, la Haute Autorité de Santé, à défaut de recommandations pour l'instant algériennes puisqu'elles sont en cours d'élaboration, il y a des recommandations qui sont sorties, qui ont été publiées en juin de 2022 afin d'améliorer la qualité de prise en charge médicale des adultes en situation d'obésité. La prise en charge, en fait, compte 4 axes en elle-même. Prévenir la prise de poids supplémentaire, prendre en charge les morbidités associées à l'obésité, vous voyez, qu'on ne s'intéresse pas uniquement au poids, favoriser la perte de poids et stabiliser ce poids à long terme, ce qui rend la tâche plutôt difficile. Les préoccupations initiales, c'est comment en fait graduer les soins, comment prendre en charge le patient dans sa globalité pour adapter les soins et quels sont les soins de santé spécialisés, c'est-à-dire à quel moment on doit référer le patient ou le sujet vivant avec une obésité à des soins spécialisés. Ces recommandations sont destinées à tous les professionnels de santé qui sont susceptibles de prendre en charge donc un adulte atteint ou vivant avec une obésité, et les acteurs de cette prise en charge, ce sont toutes les personnes qui sont susceptibles d'être en contact avec une personne qui vit avec une obésité. Ça peut être le pharmacien du coin, ça peut être le nutritionniste, le coach sportif, le médecin généraliste, etc. Donc, vous voyez, tous les acteurs sont impliqués dans la prise en charge du sujet vivant avec une obésité. Ensuite, le niveau 2, c'est plutôt les médecins qui sont spécialisés. Donc, ce sont des médecins qui prennent en charge le patient atteint d'obésité parce qu'il a ses spécificités. Le niveau 3 de prise en charge, ce sont les centres spécialisés. En général, c'est des centres hospitaliers qui prennent en charge des patients qui sont déjà atteints de complications invalidantes souvent. L'objectif de la prise en charge de l'obésité au niveau 2 et 3, c'est d'améliorer la prise en charge de ces patients pour les ramener à des niveaux toujours de plus en plus moins importants, c'est-à-dire moins de complications et éviter ces complications. Alors, comment l'HAS grade le patient ou définit le patient obèse? Le grade 1A, ce sont les patients qui ont un IMC, donc un index de masse corporelle entre 30 et 35 kg par mètre carré, sans pour autant qu'il y ait d'autres complications ou d'autres pathologies associées. Donc, pas de retentissement médical, pas de retentissement fonctionnel et pas de troubles du comportement alimentaire parce que c'est un paramètre que l'on regarde de manière de très près chez un patient atteint d'obésité. Le 1B, c'est un patient qui a un IMC entre 30 et 35, auquel déjà on commence à avoir des complications. C'est-à-dire, on peut avoir par exemple une hypertension artérielle mais maîtrisée, un diabète également maîtrisé, ou alors tout simplement un syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil qui ne soit pas sévère, bien sûr, ou alors tout simplement stéatose, etc. Et puis, à ce moment-là, le patient déjà commence à avoir un impact fonctionnel de cette obésité. Par exemple, il peut devenir dyspnéique à l'effort, mais il n'y a pas de trouble du comportement type, par exemple, accès boulimique ou autre pathologie associée.
Le grade 2 défini par l'HAS, c'est un IMC entre 35 et 50 kg par mètre carré. Donc, vous voyez qu'on est large, hein, on va jusqu'à 50 kg par mètre carré. Mais par contre, on a des pathologies associées et des pathologies qui sont souvent aggravées par cette obésité. Par exemple, une hypertension artérielle qui devient résistante de par cette obésité, ou alors, par exemple, un syndrome d'apnée obstructive du sommeil qui devient sévère, etc. Et bien sûr, par conséquent, on a un impact important sur la qualité de vie du patient et la fonctionnalité du patient. Et chez ces patients-là, très souvent, on retrouve un accès boulimique. Donc, ce sont des personnes qui ont un trouble du comportement lié à l'alimentation et aggravant bien sûr la prise en charge de ces patients. Alors, le grade 3, et c'est le dernier, défini par l'HAS, le 3A, bien sûr, c'est un IMC entre 35 et 50, mais par contre, là, on a des complications qui deviennent de plus en plus invalidantes pour un patient atteint d'obésité. C'est par exemple une BPCO qui s'aggrave en raison de cette obésité, avec un impact important du poids sur la fonctionnalité du patient. On voit que, par exemple, le patient ne peut pas dépasser les 500 mètres de périmètre de marche, donc ce qui est absolument important et invalidant, avec des anomalies psychiatriques, hein, par exemple une dépression sévère ou un trouble de la personnalité. Et puis, chez ces patients-là, on retrouve toujours cette hyperphagie boulimique et la prise en charge devient en fait compliquée. Le 3B en lui-même, c'est un IMC majeur, donc c'est une obésité morbide avec un IMC qui dépasse les 50 kg par mètre carré, un retentissement très important sur la fonctionnalité du patient. C'est un patient qui n'arrive plus à faire plus de 100 mètres de marche ou périmètre de marche, avec bien sûr un retentissement important sur le psychisme du patient, mais aussi sur le comportement ou les troubles de comportement alimentaire par exemple, chez ce patient. Donc, en fait, voilà un peu comment définit l'HAS les patients atteints d'obésité. Et en fait, quand on prend en charge des patients atteints d'obésité ou vivant avec une obésité, il va falloir faire une évaluation globale, l'évaluation qu'elle soit métabolique, qu'elle soit cardiovasculaire. Vous voyez qu'on s'intéresse même au comportement alimentaire, ça c'est très important dans la prise en charge d'un patient atteint d'obésité. L'activité physique et l'autonomie du patient. C'est vrai qu'on dit au patient qu'il faut bouger, mais est-ce que le patient a la capacité physique de pouvoir bouger? Et tous ces paramètres donc sont pris en charge. De même que pour la pathologie respiratoire, et ce qui est recommandé par l'HAS en matière d'apnée du sommeil, c'est de faire un enregistrement polygraphique ou polysomnographique à chaque fois que l'index de masse corporelle est supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré, mais avec une symptomatologie évocatrice d'une apnée du sommeil, ou alors carrément faire un enregistrement à partir pour un IMC qui est supérieur ou égal à 35 kg par mètre carré, et ce même en l'absence de signes d'apnée du sommeil. L'épreuve d'effort, l'EFR est faite quand l'IMC est supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré avec une dyspnée, qu'elle soit de repos ou d'effort. L'IMC, quand il est supérieur ou égal à 35 kg par mètre carré lorsqu'on a un SAS associé, ou alors lorsqu'on a un IMC qui est supérieur ou égal à 40 kg par mètre carré, quel que soit, donc même sans aucune symptomatologie ou pathologie associée. Quant au syndrome d'obésité hypoventilation, il est dépisté de manière systématique par la pratique des gaz du sang artériel. Lorsque l'IMC est supérieur ou égal à 35 kg par mètre carré, lorsque on a un IMC qui est supérieur à 30 kg par mètre carré avec une saturation en oxygène qui est inférieure à 94%, ou lorsqu'on a un IMC qui est supérieur ou égal à 30 kg par mètre carré avec un syndrome restrictif à l'EFR, c'est-à-dire une capacité pulmonaire totale qui est en dessous de 85%. Donc, en fait, quand on prend en charge ces patients, il va falloir les prendre en charge de manière globale, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une modification thérapeutique du mode de vie et qui ne doit pas être focalisé que sur le poids. Donc, quand on prend en charge un patient atteint d'obésité ou vivant avec une obésité, c'est une prise en charge globale, aussi bien sur les mesures hygiéno-diététiques que sur les différentes comorbidités, les facteurs de risque qui peuvent altérer et aggraver le pronostic de notre patient. La perte de poids, elle doit être adaptée. Elle doit être adaptée à l'âge du patient et aussi à la possibilité de faire perdre du poids aux patients, notamment à l'activité physique, etc. J'ai une petite vigilance pour les patients qui ont 70 ans et plus, parce qu'il y a, n'oublions pas, la sarcopénie qui peut aggraver le risque de dénutrition et le risque de fracture, notamment chez ces patients-là. Le degré de perte de poids est souhaitable, mais il doit être adapté donc de manière globale à l'état de santé du patient. Et quand on regarde les différentes modalités de perte de poids, on s'aperçoit que finalement tout ce qui est modification de style de vie, la diète,
le changement comportemental, celui-ci entraîne une diminution du poids, mais qui reste relativement modeste, entre 5 et 10%. Quand on associe le traitement pharmacologique au changement comportemental, on peut avoir une baisse du poids qui va jusqu'à 14%. Mais quand on essaie de voir quel est le moyen qui permet de réduire au maximum le poids, c'est bien sûr la chirurgie bariatrique qui peut faire perdre du poids à nos patients allant jusqu'à 38%, voire 40% de perte de poids. Donc, ça reste en fait la thérapeutique la plus efficace en matière de réduction du poids. Alors, des médications sont quand même approuvées à l'échelle internationale. Je sais que des dossiers ont été déposés en Algérie, en l'occurrence pour le liraglutide 3 mg et le sémaglutide 2,4 mg dans le traitement de l'obésité. Ces médicaments existent dans d'autres pays et sont validés dans le traitement de l'obésité. Alors, un petit mot pour savoir ce que c'est que cette classe thérapeutique, les analogues du GLP-1. Lorsqu'on prend un bol alimentaire, ce bol alimentaire va entraîner une synthèse d'un GLP-1 natif, c'est-à-dire un glucagon-like peptide natif qui est sécrété par les cellules intestinales. Et ce GLP-1 natif va avoir un effet non seulement au niveau du pancréas qui va donc stimuler la sécrétion pancréatique insulinique pour contrer l'excursion glycémique apportée par le bol alimentaire, mais aussi un effet au niveau hépatique qui va réduire la production hépatique du glucose, un effet au niveau cardiovasculaire avec une réduction de la pression artérielle et une réduction des événements cardiovasculaires. Et surtout, ce qu'on lui remarque comme effet notoire, c'est cet effet sur le cerveau. En l'occurrence, il va stimuler les centres de la satiété au niveau de l'hypothalamus et c'est ce qui lui confère un effet anorexogène important et d'où l'intérêt de cette classe thérapeutique dans le traitement de l'obésité. La chirurgie bariatrique fait perdre du poids, certes, elle fait perdre du poids, mais pas que, puisqu'elle réduit également le risque d'apparition de nouveaux cas de diabète allant quasiment jusqu'à 80%, ce qui n'est pas négligeable. 33% au moins d'événements cardiovasculaires et de mortalité cardiovasculaire et 24% au moins de mortalité globale, c'est dire l'intérêt de cette chirurgie bariatrique. Par contre, il faut préparer le patient. La chirurgie bariatrique, c'est pas un geste anodin. On prépare le patient en amont, pendant l'acte et juste après l'acte également, parce que beaucoup de nos patients, quand ils perdent du poids après une chirurgie bariatrique, ils pensent qu'ils ont gagné le gros lot, ils se remettent à manger. Malheureusement, la dilatation de l'estomac va permettre à ces patients de reprendre leur poids initial et c'est un acte chirurgical qui est inefficace. La perte de poids de 5 à 10% permet un avantage majeur, aussi bien dans la réduction donc du diabète et de la mortalité cardiovasculaire, mais également dans la pathologie respiratoire, notamment dans la réduction des événements de l'apnée du sommeil chez des patients qui sont en surpoids ou en obésité, avec amélioration de la qualité de vie. Et quand on voit les bénéfices attendus quand on traite l'obésité, c'est pas compliqué. Quand on traite l'obésité, qu'on fait perdre du poids à nos patients, ça permet d'améliorer l'indice donc de l'apnée du sommeil. Ça permet de gagner également sur les valeurs spirométriques chez un patient asthmatique et ça permet donc d'améliorer la qualité de vie de nos patients. Pardon. Donc, quelles sont les approches thérapeutiques, notamment chez le patient atteint ou vivant avec une obésité? Les modifications de style de vie, c'est à tous les niveaux. C'est déjà à partir lorsque on a déjà une surcharge pondérale. Donc, vous voyez, ça commence très tôt à partir de 25 kg par mètre carré. Au même titre pour les modifications du comportement. Donc, il faut apprendre au patient à reconstruire sa vie, à reconsidérer sa vie avec de bons réflexes alimentaires, activité physique, etc. Le traitement pharmacologique, quant à lui, il est indiqué lorsqu'on a un BMI à partir de 30 kg par mètre carré. Par contre, il peut être proposé lorsqu'on a un BMI de 27 kg par mètre carré, mais avec des complications, avec des maladies cardiovasculaires, par exemple, associées ou une arthrose invalidante, etc. La chirurgie, quant à la chirurgie, elle est indiquée, en fait, lorsque le BMI est supérieur ou égal à 40 kg par mètre carré. Elle peut être également proposée lorsqu'on a des complications liées à l'obésité avec un BMI même plus faible à partir de 30-35 kg par mètre carré. Alors, ce que je vous propose de garder donc en mémoire, c'est que l'obésité, qui est une maladie fréquente et chronique, elle est en évolution constante de par le monde, mais l'Algérie n'est pas en reste. C'est un véritable problème de santé publique. C'est une affection qui est largement sous-diagnostiquée, quasiment non traitée, et surtout en Algérie. C'est une affection qui est pourvoyeuse de complications cardiovasculaires et complications invalidantes et parfois même fatales. La nécessité d'un diagnostic précis, c'est-à-dire stadé
ou grader cette obésité, voir le retentissement de cette obésité sur les différents organes et les comorbidités associées, parce que la prise en charge aujourd'hui ne doit pas être focalisée sur des paramètres anthropométriques, mais plutôt sur la prise en charge du patient dans sa globalité. Les interventions doivent être multicomposantes et multidisciplinaires, donc l'intérêt de chacun de nous de participer dans la prise en charge de cette pathologie, puisqu'aujourd'hui c'est une maladie chronique, l'obésité. La prise en charge doit être globale, elle ne doit pas être focalisée que sur le poids et elle doit être bien sûr adaptée à chaque patient. Et je vous remercie de votre attention.